Alors, regardons la correction du TD. Donc, dans la première question, on vous demande de vous aider de la documentation technique de la centrale inertielle afin de déterminer les valeurs des champs pré, bid et MID. Donc, on voit ici que la trame est constituée de cette manière-là. Donc, on a trois champs préliminaires, pré, bid et MID. Ensuite, on a un autre champ qui va contenir la longueur du message. Ensuite, on a les données et ensuite on aura un dernier champ de validation du checksum CS. Et du coup, alors pré, on nous dit ici que la valeur doit être de 0xFA. Donc là, il n'y a pas de difficulté. La valeur de pré, du champ pré ici, du préambule, c'est 0xFA. Ensuite, la valeur de bid, bus identifier, c'est 0xFF, elle est donnée. Et puis là où il fallait aller rechercher davantage d'informations, c'était pour le message identifieur, le MID, parce qu'on nous dit que ça dépend de la configuration. Et en fait, pour trouver du coup la valeur à utiliser, il faut savoir si on est dans la configuration en quaternion, en Euler ou en matrice de rotation. En fait, ces configurations-là déterminent la manière dont les informations de positionnement vont être transformées. Parce que les informations de positionnement sont recueillies dans un repère inertiel qui est lié à la centrale inertielle, et du coup il faut les transformer ensuite pour qu'elles soient remises dans le repère terrestre. Et il existe plusieurs manières de transformer ces informations de positionnement. Et on nous dit dans le sujet que la manière dont sont transformées ces informations de positionnement utilise la matrice de rotation. Du coup, si on utilise la matrice de rotation, on est dans ce cadre-là. Et donc la valeur de MID utilisée, c'est 0x32. Donc ça permettait de répondre aux premières parties de la question. Ensuite, on nous demandait de calculer le nombre d'octets nécessaires à la transmission des informations des 9 capteurs. Donc on est dans ce cadre-là. On voit que les informations qui sont transmises lorsqu'on utilise le principe de matrice de rotation pour transformer les informations de positionnement sont partagées en trois grands groupes. On a tout d'abord les données d'accéléromètre, ensuite on a les données de gyromètre et ensuite on a les données de magnétomètre et on a un octet de fin TS qui fait un octet. Ça fait un octet. Et du coup, ici, on nous dit que la taille totale est de 36 octets, sans compter celui-là. Donc ça veut dire que ici, tout ça, toute cette taille-là, c'est 36 octets. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque information ici est sur 4 octets. Ça veut dire que je vais avoir 4 octets là, 4 octets là, 4 octets là. Donc en tout, j'ai 12 octets là. Je vais en avoir 12 ici. 12 ici, ça me fait bien 36 octets en tout. Donc en fait, chaque morceau ici est codé sur 4 octets. Donc les données d'accéléromètre sont envoyées sous forme de 3 fois 4 octets. Les données de gyromètre sont envoyées sous forme de 3 fois 4 octets, etc. etc. Et en fait, pourquoi on a 3 paquets de 4 octets? Parce qu'on va avoir les accéléromètres en X, en Y et en Z. On va avoir les informations gyromètre en X, en Y et en Z. Et on va avoir les informations du magnétomètre en X, en Y et en Z. Et du coup, les informations en X vont être codées sur 4 octets, les informations en Y vont être codées sur 4 octets, en Z sur 4 octets, etc. etc. Donc du coup, le nombre d'octets total à envoyer, c'est 36 plus 1, donc c'est-à-dire 37 octets. À chaque fois que j'envoie une trame contenant les données d'accéléromètre, les données de gyromètre et les données de magnétomètre, eh bien on envoie 37 octets. Donc ça signifie que la taille de LEN ici, la valeur de LEN, eh bien elle doit être égale à 37. Donc dans LEN, il faut que je vienne positionner la valeur 37. Et si je veux calculer la valeur en hexadécimal, il faut que je convertisse 37 en binaire et ensuite en hexadécimal. Donc si je pars en binaire 1, 2,
4, 8, 16, 32, bah, je vais prendre une fois 32, il va me rester 5, et du coup pour avoir 5, je vais prendre une fois 4, pardon, hop, une fois 4 et une fois 1, une fois 4 et une fois 1, et du coup, cette valeur-là, ça va me faire 2, 5. Donc en hexadécimal, là-dedans, dans le champ LEN, il faut que je mette 37 en décimale, c'est-à-dire 25 en hexadécimal. Ensuite, donc j'ai trouvé le nombre d'octets, j'ai trouvé la valeur hexadécimale de LEN. Calculez alors le nombre d'octets, ou en bytes en anglais, n octets nécessaires pour la transmission du message. Donc si on fait le récapitulatif, pour transmettre le message, j'ai besoin d'envoyer tous ces champs-là. Donc j'ai un octet ici, un octet ici, un octet ici, un octet ici. Ici, le nombre de données que je vais transmettre, bah, c'est 37. Et un octet ici. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, plus 37, c'est-à-dire 42. Donc en tout, j'ai 42 octets à transmettre. Voilà, ça c'était pour notre première question. Et ensuite, on nous explique que les trames sont envoyées avec un modem acoustique depuis le sous-marin qui est sous l'eau. Et donc du coup, ça veut dire que mon sous-marin qui est sous l'eau ici, eh bien, il va envoyer les données vers la surface. Et la vitesse à laquelle les données vont, le temps de transmission pour que la donnée atteigne la surface depuis l'émission ici, va dépendre de deux choses. Ça va dépendre déjà du débit de transmission, et du coup on nous dit que le débit de transmission est de 2400 bits par seconde, et que la trame utilisée suit ce protocole asynchrone. Donc on a un bit de start, les données, un bit de parité, un bit de stop. Et que dans notre cas, on n'a pas justement de bit de parité, hein. Donc on n'a pas de bit de parité, par contre on a deux bits de stop. Donc en tout, on va avoir le bit de start, c'est-à-dire un bit, plus les 8 bits de données. 100 bits de stop, on va avoir 100 bits de parité, mais avec 2 bits de stop. Donc du coup, on va avoir ici 11 bits en tout à transmettre. Et on a une vitesse de transmission de 2400 bits par seconde. Par contre, il faut ajouter également le temps de transmission dans le milieu. Et on nous dit que la vitesse de transmission des impulsions électriques, électromagnétiques, elle est de 1500 mètres par seconde. Donc il faut tenir compte à la fois du débit en bits par seconde et à la fois de la transmission de l'information dans le milieu qui est l'eau et qui va à 1500 mètres par seconde. Et en tenant compte de ça, on nous dit que si le bateau est situé à une distance de 500 mètres, eh bien on nous demande d'estimer la durée totale de transmission. Donc pour calculer ça, il faut premièrement calculer la durée, je vais l'appeler T1, la durée nécessaire à la transmission de l'information, donc des 42 octets, sachant que chaque octet est codé sur 11 bits. Donc en tout, j'ai à transmettre 42 octets fois 11 bits, donc 42 fois 11 bits. Et ça, il faut que je le divise par le, la vitesse de transmission, 2400 bits par seconde. Et ça me donne 0,1925 secondes. Donc ça, c'est une solution. Alors ça, c'est si je considère que lorsque je transfère mes 42 octets, à chaque fois, je fais un bit de start. Ensuite, j'envoie les données. Ensuite, j'envoie mes bits de stop. Donc les bits de stop mes deux bits de stop qui sont là. Et après, je recommence à chaque fois mon bit de start, j'envoie les données et les deux bits de stop. Et je recommence encore. Le bit de start, les bits de données et les deux bits de stop, etc., etc. Donc à chaque fois, je remets un bit de start pour démarrer
ma communication. Une autre possibilité, c'est de considérer que une fois que j'ai fait un bit de start, eh bien, je peux envoyer mes données les unes à la suite des autres sans refaire de bit de start. Donc c'est une réponse qui est aussi acceptée. Donc dans ce cas-là, en fait, le nombre de bits n'est plus de 11 mais de 10. Donc on pouvait très bien dire que, considérer que le bit de start, on le faisait une seule fois au tout début de la transmission et ensuite on ne le répétait pas à chaque fois. Donc en fait, ça veut dire que le nombre de données est réduit à 10 bits. Donc du coup, ça ferait 42 fois 10 sur 2400. Et ici, on a 0,175 secondes. Voilà. Donc, suivant le choix qu'on a fait, ici, on trouve ces deux valeurs-là. À ces valeurs-là, il faut ajouter le temps de transmission dans le milieu, sachant que la vitesse du son dans l'eau est de 1500 mètres par seconde. Et du coup, il faut donc que j'ajoute le temps nécessaire pour transmettre l'information sur la distance de 500 mètres. Donc ça, je vais l'appeler TP comme temps de propagation. Et donc le temps de propagation, ça va être la distance à parcourir, 500 mètres, sur la célérité du son dans l'eau, 1500. Et ici, je trouve, ça fait 333 millisecondes, 0,333 secondes. Donc le temps total, T total, eh bien ça va être, par exemple, si je prends cette solution-là, 0,175 plus 0,333, ça va me donner 0,508 secondes. Et si je prends l'autre solution, celle-ci, le temps total, eh bien ça serait 0,1925 plus 0,333. Et ça me donne 0,5255 secondes. Voilà, donc les deux timings qu'on peut trouver ici, c'est soit 0,508 secondes ou soit 0,526 secondes. Ça dépend si on a considéré qu'on répétait les bits de start ou pas. Et ensuite, dans la troisième question, on me demande le nombre de trames que je peux transmettre par seconde. Donc du coup, je peux en transmettre même pas un tout petit peu en dessous de environ 2, mais vraiment pas plus. Et du coup, justifier que le contrôle du positionnement ne peut se faire qu'à partir de l'unité centrale embarquée dans l'engin sous-marin, eh bien en fait, si je peux transmettre seulement 2 trames par seconde, je ne vais pas avoir la possibilité d'avoir un positionnement précis et des informations assez rapides. Et donc du coup, je peux pas, le débit est trop faible. Donc je suis obligé d'avoir une centrale embarquée.